parle de Romain Grosjean qui est sorti de l'hôpital, qui a commencé à faire ses premiers pas dans le paddock depuis dimanche dernier, qui est venu saluer à peu près tout le monde, l'équipe, les commissaires de piste qui l'ont sauvé, et notamment le pompier qui a réussi à dégager les flammes pour qu'il puisse lui sortir de sa voiture. Donc très émouvant, beaucoup d'émotions pour Romain Grosjean en le voyant rentrer dans le paddock de Bahreïn, beaucoup d'émotions de la part des pilotes, beaucoup d'émotions de la part de tout le monde. Marion Joëlès-Grosjean l'a rejoint sur place évidemment. Il y a eu une superbe interview emplie d'émotions, de narration, on va dire, sur son accident et son vécu, parce que du coup il a pas eu il est pas passé inconscient une seule seconde dans cet accident, donc il a tout raconté. Très très belle interview de Canal+, donc à retrouver sur MyCanal, je crois. Je pense que vous devez forcément retrouver des petits bouts par-ci par-là sur Twitter ou même sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ça nous a permis quand même de prendre un petit peu plus de hauteur et aussi d'avoir un peu plus de recul et d'avoir son récit justement à Romain Grosjean qui donc sort de l'hôpital. La main, c'est quoi? C'est la main gauche qui est encore pas mal dans les bandages. La main droite va beaucoup mieux. Et puis bon, il boite toujours un petit peu. Entorse de la cheville a priori pour Romain Grosjean. Étant donné le choc, on va prendre une petite entorse et puis des petites mains brûlées. Ça va le faire, hein. On va prendre avec grand plaisir évidemment. On est très heureux qu'il soit bien en vie et qu'il soit souriant, etc. et qu'il ait envie de remonter dans la voiture. C'est beau aussi. Ça montre la force de caractère. Mais aujourd'hui, alors on va pas spécialement. Tiens, je vais entendre Alex sur l'accident quand même de Romain Grosjean et sur toute cette histoire d'abord, avant de parler justement du problème de sa génération à Romain Grosjean. Mon cher Alex, j'aimerais t'entendre sur toute cette histoire du crash, de la sortie d'hôpital, etc. Sortie d'hôpital, c'est un soulagement. On va pas se le cacher que ne serait-ce que sur la minute juste après l'accident, on pensait pas voir quelqu'un sortir de l'hôpital. On va pas se le cacher. Ça a été très émouvant, bien sûr, son interview, notamment la partie où il s'est dit ça va se finir. Je vais attendre de me faire brûler parce que de toute façon je peux pas sortir, et puis il a réussi à sortir parce que, encore une fois, il faut se souvenir que dans cet accident son pied est resté bloqué, et c'est l'une des pires choses en Formule 1 quand vous pouvez pas sortir d'une monoplace parce que vous êtes resté bloqué, notamment à cause du pied. Et c'est justement sur ça aussi que l'enquête, qui va durer entre 6 et 8 semaines pour aboutir à des conclusions, va expliquer aussi, va peut-être donner des solutions pour pas qu'on reste bloqué quand il y a un tel accident. C'est toujours très compliqué à trouver des solutions sur ça, mais il y aura des solutions à trouver. Et ce qui m'impressionne aussi surtout, c'est qu'il soit resté conscient. Bien sûr, il y a le système Hans, il y a le halo qui lui a sauvé la vie, bien sûr, dans un premier lieu, mais il y a le fait qu'il soit resté conscient. Et je vous l'avoue, moi personnellement, quand il y a eu l'accident, quand il a expliqué, en fait, je suis totalement resté conscient. J'ai essayé de trouver des solutions, parce que 28 secondes pour essayer de trouver une solution. Je me suis dit, je pense que pendant 10 secondes, il a dû rester inconscient, parce que avec le choc et tout. Puis finalement, il a réussi à sortir. Il y a plein de faits qui montrent que c'est incroyable, qu'il y a une certaine part de miracle pour beaucoup, et moi je le pense aussi. Donc il sort de l'hôpital, on est tous très contents, et j'espère vraiment le revoir à Abu Dhabi. On espère tous le revoir à Abu Dhabi, terminer sa carrière en Formule 1 là-bas, donc on verra bien. Je reprends quelques messages dans le chat évidemment. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de pourquoi il s'est retrouvé dans le mur quand même, le Romain Grosjean. Beaucoup lui jettent la pierre en disant qu'il est dangereux, etc. Ce qui est, je trouve, un peu dommage et un petit peu aveugle sur ce qui s'est passé réellement, puisqu'il y avait un groupe devant lui. Il a tourné à droite pour pouvoir se dégager de ce bloc là et essayer de dépasser tout le monde. Il avait Kvyat dans l'angle mort, donc il peut pas le voir dans le rétroviseur quoi qu'il arrive. On est dans un moment du départ, ça se passe quand même en quelques fractions de secondes. Donc de là à dire que alors oui, il est responsable forcément, je veux dire, c'est un concours de circonstances, c'est du 50-50. Kvyat il peut pas savoir que l'autre il va lui tourner dessus. Romain Grosjean peut pas savoir qu'il y a Kvyat, il se met dedans, c'est comme ça que ça se passe, c'est un concours de circonstances. Encore une fois, si c'était pas Romain Grosjean et un autre pilote, si ça avait été Lewis Hamilton, on aurait dit ah le pauvre, ouais non, mais c'est 50-50. Donc il y a aussi le fait qu'il y a la carrière de Romain Grosjean qui rentre en jeu. Tu voulais dire un truc, mon cher Alex? Oui, c'est absolument un incident de course au moment où justement il dépasse Kvyat. Il le dépasse bien en fait.
quand il est sur le côté gauche de la piste après le deuxième virage. Donc Kvyat perd en espace avec Romain Grosjean, donc il fait qu'il soit dans son angle mort. Et aussi il y a la question des rétroviseurs qui c'est pas un rétroviseur d'une voiture normale, celui d'une Formule 1. C'est pas la qualité première, encore une fois. Et les rétroviseurs sont extrêmement petits. On en avait déjà parlé des rétroviseurs, du problème des rétroviseurs, notamment Romain Grosjean au Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, je sais plus si c'était 70e anniversaire au Grande-Bretagne, quand il avait fait ces mouvements dangereux. Et il expliquait aussi que, en fait, moi, j'arrive pas à voir et à délimiter aussi la distance qu'il y a entre la voiture qu'il y a entre derrière moi. Tout simplement parce que déjà, les rétroviseurs sont très petits. Et je sais pas ce qu'il y a aussi sur ces monoplaces de 2020, mais les rétroviseurs arrêtent pas de vibrer à chaque instant, mais à d'une vibration énorme qui font que tu peux pas jauger combien il y a de mètres avec la voiture derrière et tout ce qui entoure ce genre de problème. Donc il y a l'angle mort et il y a aussi le fait que les rétroviseurs sont difficiles cette année, ce qui a causé aussi bien sûr cet accident. Alors on nous dit, je sais pas si c'est sur le ton de l'humour, mais il faudrait mettre un détecteur d'angle mort comme on a sur les voitures. C'est vrai que ça peut être une solution, hein, quelque part. Ça peut être une solution, encore une fois. Bon, on va refermer la page de l'accident pour parler de la page de la génération de Romain Grosjean. Et oui, mesdames, messieurs, Romain Grosjean qui n'a pas eu de chance, qui dit sa génération 87-86, c'est ça il est de ce genre d'année, cher Alex 87, 86, il me semble, et il le dit. Malheureusement, on n'a pas eu que ce soit Paul Di Resta, Nico Hülkenberg, moi-même, même Sébastien Buemi, pardon. On est arrivé au moment où les meilleurs baquets étaient pris et où finalement les plus anciens voulaient pas quitter la Formule 1 et que les jeunes sont arrivés après et nous ont entre guillemets pas piqué la place, mais où c'était plus intéressant de signer des jeunes, pardon. Donc on n'a jamais vraiment donné la chance et la preuve en est avec Nico Hülkenberg, la preuve en est avec Sergio Pérez, la preuve en est. Alors Paul Di Resta, je sais pas parce qu'il a pas fait une carrière transcendante. Sébastien Buemi, pareil. Jean-Éric Vergne, pareil. Il y a que Ricciardo qui a eu un petit peu de chance, qui était tout juste un peu plus jeune. Donc finalement, oui, il fait partie peut-être de cette génération qui n'a pas eu de chance, mon cher Alex. Je suis assez d'accord avec le constat, pas seulement sur Romain Grosjean, mais aussi sur la globalité de cette génération. Alors, juste avant, pour reprendre, c'est pas de dire que c'est la faute aux autres, etc. Ouais. Encore une fois, c'est juste un constat qui fait que c'est des choses comme ça. Moi, je le vois. Moi, je suis de 1992. Il doit y avoir Magnussen, peut-être Pérez qui doit être de ma génération, parce que les deux sont 91, 92, quelque chose comme ça. Mais autrement, tu vois, même si moi j'avais entamé une carrière en Formule 1 ou ce genre de truc, peut-être que j'aurais absolument pas de baquet comme il faut. Donc c'est un problème générationnel qui existe depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pas pour dire ah là là c'est les méchants machin truc. Excuse-moi Alex, je te laisse reprendre. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est pas la faute des autres, c'est aussi la faute de la génération qui est comme ça. Encore une fois, vous avez des générations dans tous les sports où en fait vous arrivez au mauvais moment, vous pouvez être le meilleur, mais vous irez jamais par exemple au plus haut niveau, par exemple en équipe de France dans le football, par exemple en Formule 1. Je vous donne un exemple. À ce moment-là, il y a un pilote qui est septuple champion du monde, qui est encore en Formule 1, qui s'appelle Michael Schumacher. Est-ce qu'on s'attendait à revoir par exemple Michael Schumacher en Formule 1? Ça, c'est une autre question. Mais pourtant, ça a peut-être pas bouché des places, mais c'est une arrivée qui n'était pas prévue pour beaucoup, justement, dans cette génération. Vous avez, encore une fois, je vais prendre un autre exemple, Kevin Magnussen, qui était chez McLaren, qui faisait partie, il me semble, de la filière McLaren, et on lui dit, on le fait monter dans l'équipe. Il y a un podium d'ailleurs de Kevin Magnussen au début de l'année face à Jenson Button, et puis derrière on lui dit ouais Kevin, ouais, il y a Alonso qui revient, bisous. Tu connais Fernando? Ouais, bon autant pas à la fin de l'année, t'inquiète. C'est un problème aussi, et ça montre aussi que déjà Kevin Magnussen est un excellent pilote, qu'on l'a dégagé parce que Fernando Alonso était arrivé, et on pouvait pas dégager Jenson Button parce qu'un line-up Alonso Button, bien sûr que c'est alléchant sur le papier. Après en termes de résultats, ça n'a pas été flamboyant parce que moteur Honda aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, on donnait la priorité à certains pilotes et ça se comprend. Ouais. Mais pour Romain Grosjean et sa génération, Sébastien Buemi, il a attendu toute sa carrière, il a attendu tout le temps à une place qui se libérait du côté de chez Red Bull entre Sébastien Vettel qui performait, qui faisait performance sur performance et qui gagnait titre sur titre, Marc Webber qui était parfait en termes de second pilote ou même en termes de contenders pour se battre avec Sébastien Vettel. Chez Ferrari, tu vois, il y a Pérez qui devait peut-être aller chez Ferrari au bout d'un moment, puis finalement il a voulu aller chez McLaren, ça s'est mal passé aussi.
Donc, il y a plein de facteurs qui font que cette génération, malheureusement, n'a pas eu les chances peut-être qu'elle méritait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui étaient en jeu, et qui aussi, beaucoup de facteurs étaient que les pilotes qui étaient là actuellement, il y avait, comme Romain Grosjean l'a dit, les plus anciens, les plus expérimentés qui étaient là, et les jeunes pilotes qui commençaient à arriver. Et par les jeunes pilotes, on peut aussi montrer par Max Verstappen, qui peut-être est arrivé à un moment peut-être parfait en Formule 1. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que il y a 20 pilotes qui peuvent rouler en Formule 1, mais il y a quoi? Il y a 8 baquets vraiment intéressants pour pouvoir performer correctement, et encore moins aujourd'hui malheureusement. Donc du coup, d'être en Formule 1 déjà c'est un exploit, mais ensuite d'être bien positionné pour se dire le baquet intéressant je vais pouvoir l'avoir, c'est de l'ordre du quasi impossible. Regardez Esteban Ocon, regardez Pascal Wehrlein, George Russell il a sa chance aujourd'hui parce que il y a un Lewis Hamilton qui a chopé le Covid, donc c'est extrêmement intéressant de voir que faut un timing mais vraiment plus que parfait, il faut vraiment jouer presque de la chance pour pouvoir avoir ça. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Alex? Je vais même aller plus loin dans une génération après. Pascal Wehrlein, on en a déjà parlé, mais Pascal Wehrlein, il était dans une filière qui était bonne au début, puis finalement, il s'est avéré que c'était pas une bonne filière pour lui, pour son ascension en Formule 1 par exemple. Il pouvait pas aller chez Mercedes. Il était obligé il a fait sa saison chez Manor, il pouvait pas aller chez Mercedes quand Rosberg est parti. On lui a dit, bah écoute, va chez Sauber dans un moment où justement c'était très compliqué pour Sauber. Donc du coup, Sauber continue avec Ferrari. Donc pourquoi on garderait un pilote, Mercedes derrière? On connaît la situation qui est derrière. Aujourd'hui, il est pilote de réserve pour Ferrari. Donc si Sébastien Vettel ou Charles Leclerc n'est pas là, c'est lui qui devrait le remplacer, par exemple. C'est ça. Voilà un petit peu pour ce volet générationnel chez Romain Grosjean et dans sa génération à lui de pilote. Encore une fois, tout est une question de timing en Formule 1. Il faut vraiment avoir des alignements de planètes pour se retrouver au bon endroit au bon moment, bénéficier de ce qu'il faut. Pareil pour Lewis Hamilton au début de sa carrière, quand il fait son année de GP2. Il a dû pousser, il a dû appeler Ron Dennis quasiment tous les jours, je crois, il me semble, pour lui dire non mais moi je veux aller en Formule 1, je veux aller en Formule 1. Ça s'est libéré parce que Raikkonen est parti chez Ferrari à l'époque, qui signait un Fernando Alonso, que ça se passait pas bien avec Juan Pablo Montoya, il fut un moment en 2006, puis qui est tout simplement parti en disant bon bah allez hop, moi je me casse, ça me saoule la F1. Donc encore une fois, faut un sacré timing. Oui, Alex, encore une chose. Oui, et justement pour cette histoire avec Lewis Hamilton, il avait un moment, je crois que c'était avant la saison 2006, avant cette saison de GP2, il avait tellement, je crois que c'est 2004, il avait tellement appelé Ron Dennis pour dire je veux monter en GP2, qu'à force d'appeler, il s'est fait virer de chez McLaren. Donc heureusement que McLaren l'a rappelé derrière, mais faut se rappeler que Lewis Hamilton était sur le point d'aller chez BMW, par exemple. Voilà. Vous voyez comme quoi faut pousser tout le temps pour avoir sa place en Formule 1, et que c'est pas juste des promesses en mode t'inquiète pas, tu vas avoir ton baquet, on te promet, comme ça a été le cas par exemple pour un Esteban Ocon ou ce genre de truc. Évidemment, donc c'est voilà, on comprend un petit peu les choses. Faut tout le temps pousser pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, et ça c'est aussi un exemple de vie, entre guillemets. Si vous poussez pas pour avoir quelque chose, et vous ne l'aurez pas quoi qu'il arrive. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit dans le jargon, pour certaines choses.